journée typique, c'est toujours un sujet délicat parce qu'il y a pas mal de points qui vont changer, qui vont diverger, qui vont se mettre selon les contextes, surtout selon la réussite, selon la défaite, selon ce qu'il y a à mettre en place, les protocoles. De façon générale, je vais parler d'une journée typique aussi bien d'entraînement que de tout l'accompagnement qu'on veut mettre en place autour. On va souvent faire arriver les joueurs autour de 11 h le matin. Donc ils ont pu prendre un petit déjeuner en amont. Et de 11 h à midi, ça va être une phase d'évaluation. Évaluation de leur capacité physique, cognitive, motrice, pour avoir justement un premier aperçu de leur niveau cognitif. Et par la suite, pouvoir faire des liens entre les performances cognitives, on va dire, brutes et objectives et ce qui est retranscrit lors des performances sur League of Legends. De 11 h à midi, ça peut aussi être un entraînement physique ou un entraînement cognitif. Bon, on en reparlera un peu plus tard. Là, on va uniquement s'attarder sur la phase d'évaluation. Ensuite, on va venir manger aux alentours de midi pendant une demi-heure. Ensuite, on va mettre en place un team meeting à midi et demi où on va vouloir refixer les objectifs de la journée. Quels ont été les objectifs de la journée passée? Qu'est-ce que sont nos objectifs du jour? Qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre en tant qu'équipe, en tant qu'identité, sur les objectifs qui peuvent être très spécifiques à nos résultats et à ce qu'on cherche à atteindre. Donc ça peut être soit par rapport à l'identité de la team, soit quelque chose de très technique, soit plutôt stratégique, soit plutôt de la macro, etc. Différents points qui peuvent être intéressants sur le jour J. Et une fois qu'on a nos reminders, on va pouvoir passer sur notre journée de scrim qui va se définir en deux blocs. Un premier bloc de 1 heure à 4 heures, donc pendant 3 heures de 3 games, avec à chaque fois notre game qui va durer une quarantaine de minutes, puis un petit peu de pause, le débrief de la game, et suivi de la game d'après. Ensuite, de 4 à 5, on va avoir 1 heure de pause, de 4 à 5 ou de 5 à 6, selon les durées des games en amont. 1 heure de pause où on va préparer tous les snacks, les collations qu'on a pu avoir en amont. Quelques meetings individuels s'il y a le temps. Et ensuite, on repart sur notre deuxième bloc de 3 games qui se termine autour de 20 h. Et de 20 h à 20 h 30, parfois ça va être le repas. Parfois de 20 h à 21 h, ça va être un entraînement physique, cognitif ou de haute intensité vraiment physique. Et le repas après, ça va dépendre encore de l'emploi du temps, de ce qu'on cherche à atteindre et surtout de est-ce qu'on a match le lendemain, pas match le lendemain, comment est-ce qu'on veut travailler sur les routines là. De façon générale, on va dire qu'on mange. Ensuite, on peut faire des meetings individuels. C'est le moment où on va pouvoir prendre le temps de discuter avec les joueurs, de retravailler les bases. On va arriver sur une conclusion de notre journée et ensuite ils vont avoir du temps libre jusqu'à 23 h, minuit, 1 h du matin selon les jours pour continuer à s'entraîner en solo queue, passer du temps libre et ensuite ils pourront rentrer chez eux et on réattaquera la journée le lendemain. C'est difficile de donner une journée type encore une fois parce qu'il y a pas mal de choses qui vont pouvoir se rajouter selon le contexte et selon les objectifs qu'on va vouloir se fixer, notamment au niveau des entraînements ou des meetings individuels ou des objectifs de team. Mais dans la grosse majorité, ça va être notre routine jour de scrim qui sera encore très différente d'une routine jour de match parce qu'on va avoir des objectifs très précis et une routine qui sera ultra individualisée par rapport à nos joueurs. C'est une très bonne question pour le coup parce que c'est tout l'objectif de maintenir une charge de travail optimale avec des périodes de repos justement pour optimiser nos performances lors de nos périodes d'entraînement. De façon générale, l'organisme, le corps humain a du mal à avoir une attention qui soit importante sur de longues périodes. Donc c'est très important d'avoir des périodes de repos, notamment cognitives, mais également physiques, mais dans notre cas surtout cognitives, pour permettre du coup de repartir sur des sessions avec une capacité attentionnelle élevée à plus ou moins long terme et surtout de se remettre dans les conditions qu'on pourrait avoir en BO3 et surtout en BO5 avec 5 games d'affilée pendant de très longues périodes. Là, comme j'en ai parlé, on peut distinguer 3 types de cycles. Ce qui peut être davantage de l'ordre du micro-cycle, c'est comment est-ce qu'on va vouloir vraiment améliorer les périodes de repos entre nos games avec des breaks de 5 minutes mais qu'on va vouloir optimiser avec des techniques de respiration, des techniques où on va prendre l'air, des techniques où on va venir manger, s'hydrater, etc. Ça va être à ce niveau-là. Ensuite, on va pouvoir retrouver ce qu'on entend plus facilement dans la période de repos avec tout ce qui peut être mésocycle. Là, ça va être les périodes de bloc de repos au sein de notre journée. Donc, comme j'en ai parlé, on va avoir des périodes très très calmes le matin où on débute progressivement aux alentours des 11 h. Ensuite, notre moment entre midi et 2, entre midi et 1 plutôt en l'occurrence, de repos, le repas, puis on attaque petit à petit la phase de team meeting, de draft et de scrim. Notre bloc de pause entre nos deux blocs qui est très important justement pour avoir le temps de prendre l'air,
le soleil, de se ressourcer, pourquoi pas faire une sieste s'il y a besoin, de trouver des activités qui sont soit physiquement reposantes, soit cognitivement reposantes. Et enfin, après le soir, en fin de soirée, on arrive sur une autre période où vraiment on veut optimiser la récupération pour repartir sur une journée le lendemain. Donc on fait attention à notre alimentation, bien entendu, mais notre sommeil, avec des périodes où on veut s'isoler un peu des écrans juste avant le coucher pour favoriser du coup la sécrétion de mélatonine et un endormissement qui est beaucoup plus intéressant et du coup améliorer la qualité de notre sommeil. Et enfin, notre troisième point, c'est plutôt sur les macrocycles cette fois, où forcément c'est un peu différent aussi, je reviens sur les mésocycles par rapport au jour de match, c'est encore une organisation différente. Mais du coup sur nos macrocycles, on va vraiment avoir notre mardi qui sera off, bien entendu. Donc après nos sessions, nos 3 jours de match qui sont très intenses, émotionnellement, physiquement et cognitivement, on va avoir un autre jour off qui lui va être travaillé de façon à ce que les joueurs puissent déconnecter et pas jouer de la même façon, avec une haute intensité sur la journée et finalement ne pas avoir de repos, mais avoir qu'une déconnexion qui est nécessaire, soit avec des activités de team, soit des activités plutôt individuelles, soit simplement avec des plages de repos ou des activités physiques, mais qui au moins ne sont pas avec une charge cognitive importante. Et toujours dans ces macrocycles, après on pourra trouver nos semaines off lors des périodes de off-season, etc. Mais donc voilà, il y a vraiment ces 3 types-là qui nous permettent d'avoir cet équilibre-là sur le très court, moyen et long terme pour du coup constamment réussir à arriver jour de match avec une intensité élevée et surtout la plus élevée par rapport à notre périodisation sur nos jours d'entraînement. Encore une fois, on pourrait dissocier les techniques par rapport à quel moment est-ce qu'on veut déconnecter. Typiquement, si on veut retrouver un focus assez rapidement après après un match sur un BO3, un BO5 ou une période de scrim, on va vouloir fermer les yeux, faire une technique de respiration, soit carrée mais surtout de cohérence cardiaque, ou alors regarder davantage un mur blanc à 15 mètres de distance ou à une longue distance pour favoriser du coup un repos au niveau des yeux. Mais de façon plus générale par rapport à cette question-là, ce qu'on veut c'est surtout faire en sorte que la charge cognitive et la charge mentale soient diminuées. Donc en fait souvent ce qui est intéressant ça va être les activités de team, un peu en mode team building ou ice breaking, notamment avec l'équipe VCT, mélanger les joueurs pour les sortir un peu des écrans tout en gardant une activité qui est pertinente pour la cohésion de team et l'identité de la team. Donc ça peut être des activités sportives, ça peut être des activités plutôt culturelles, aller visiter Berlin, faire une exposition, etc. Il ne faut jamais qu'il y ait un sentiment de frustration de la part du joueur. C'est pour ça que c'est tout le temps important de simplement avoir un objectif quand on met en place quelque chose et pas seulement dire ok, tu ne vas pas sur les ordi sans proposer de solution d'alternative. Dans la mesure où on n'évalue pas la même chose, où la capacité attentionnelle n'est pas non plus la même lors d'une évaluation et lors d'un entraînement, c'est aussi quelque chose qui permet une décharge. Décharge dans la mesure où on fait le point sur les capacités, on fait le point sur le stress, on fait le point sur les activations, système nerveux, sympathique, parasympathique et comment est-ce qu'on peut jouer avec les activations actuelles pour savoir quel état de stress cognitif, émotionnel le joueur a actuellement. Par rapport à ça, on réadapte la routine et on met en place des périodes de plus ou moins off à ce niveau-là. Du coup, j'ai un peu commencé à répondre à cette question, dans des questions précédentes d'ailleurs. Mais en fait, moi, ce que je vois au niveau de l'aspect performance, et je rebondis sur le côté switch on, switch off, c'est vraiment l'aspect où on veut être dans ce qu'on peut appeler l'état de flow. L'état de flow, c'est un état qui est suffisamment calme pour être en pleine possession de ses moyens et suffisamment excitatif pour être à des capacités cognitives qui sont optimisées et optimales. Cet état de flow, il peut être perturbé par beaucoup de choses et la récupération en est un. Parce que forcément, si on a une mauvaise récupération, on peut pencher la balance vers des capacités cognitives qui sont diminuées ou un stress qui est augmenté et en fait des deux côtés on peut se retrouver dans un côté où on n'est pas en pleine possession de ses moyens. Donc forcément de bien récupérer ce qui est en amont du match, pendant le match ou à la suite du match est ultra important et joue vraiment sur le fait de retrouver cet état de flow, retrouver cet état d'optimisation cognitive important lorsqu'on rentre sur scène ou lorsqu'on veut performer. Pour le retrouver, c'est plein de méthodes dont j'ai parlé précédemment, mais pour moi, pour remonter sur la question, c'est vraiment le point qui est ultra pertinent et ultra important à ce niveau-là. C'est
d'avoir une routine de travail qui est efficace et qui permet du coup de rentrer dans des habitudes pour petit à petit arriver à trouver ce switch on, switch off et de savoir reconnaître les moments où notre attention doit être importante et trouver les triggers qui vont permettre d'avoir cette attention importante ou la récupération normalement qui va avoir cette attention importante et de reconnaître aussi les moments où on peut laisser un peu plus de lest, on peut se reposer et on doit se reposer surtout pour permettre du coup d'avoir un effet sinusoïdal et du coup cette période de vague avec une nécessité d'attention élevée, puis faible, relevée, etc. Et petit à petit du coup d'avoir une régularité dans notre travail. Le défi le plus courant c'est de ne pas réussir à déconnecter. Le défi le plus courant même, à court terme, en fait, c'est carrément le soir, de ne pas savoir quand s'arrêter. À 22 heures se dire ok, je vise minuit, d'arriver minuit et de se dire ok, encore une solo queue, d'arriver 1h du matin et de se dire purée, je suis à 3 défaites d'affilée, je termine sur une victoire, et d'arriver à 4h du matin et de ne pas avoir pu déconnecter et se dire bon là je suis fatigué et de s'endormir d'épuisement. Sauf que là, je peux rebondir avec pas mal de choses sur le sommeil où les premières heures de sommeil sont les plus récupératives, les plus profondes. Et donc, il y a un vrai intérêt d'avoir un sommeil régulier et réparateur. On y revenait justement sur les questions précédentes. Ça, c'est vraiment sur la partie court terme où la première difficulté, c'est d'être discipliné. Et la discipline, elle se travaille par les habitudes. C'est pour ça que c'est très important d'avoir quelque chose qui correspond au joueur, qu'on n'impose jamais, mais qu'on co-construit avec lui. Parce que l'habitude, elle se co-construit par rapport à comment est-ce que lui, il a travaillé depuis 5-10 ans et comment est-ce qu'on veut le faire travailler par la suite. Donc déjà, c'est co-construire sur le court terme et sur le moyen et long terme, bien entendu. Et ensuite, on peut voir à l'aspect difficulté de déconnexion vis-à-vis du jour off, encore une fois, où par la pression sociale, par la pression des résultats, le joueur peut ne pas vouloir déconnecter. Ou avoir du mal à décrocher, à déconnecter pour continuer à s'entraîner avec la même intensité qu'il pourrait avoir jour de scrim ou jour de match. À court terme, ça a une pertinence. C'est pour ça qu'on vient la contrôler et on vient l'accompagner. À moyen et long terme, c'est là où on risque d'aller dans le orange, le rouge, parce que y a ce côté de non-déconnexion, de non-moment de repos et de charge cognitive et mentale qui est constamment importante et qui rebondit sur la question précédente où on se retrouve jour de match et d'avoir été à haute intensité les 3 jours d'avant, les 4 jours d'avant à vraiment une charge cognitive qui est tout simplement importante, simplement on ne peut pas la maintenir et on arrive sur un BO1 déjà, mais BO2, BO3, BO5 encore plus important où on a une charge cognitive tellement importante qu'elle baisse pendant la performance et qui réduit drastiquement nos performances. Bien sûr, ça pour moi, là on touche le point le plus important. C'est vraiment le point qui est pour moi le nerf de la guerre. Je ne me verrais pas dire un sujet A, tu vas déconnecter en allant faire ton sport et dire la même chose à mon sujet B, à mon joueur B, mon joueur C, etc. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose, alors pour 2 raisons. La première raison c'est que pour une activité de récupération pour l'un, ce sera une activité d'activation pour l'autre parce que de par la façon dont ils ont évolué, dont ils ont travaillé, dont ils sont accoutumés à travailler de cette façon, c'est des choses qui vont demander plus ou moins d'efforts. Si vous demandez à un coureur de marathon de courir 3 km, ça ne sera pas d'effort. Par contre, si vous demandez à un sprinter ou quelqu'un qui n'est carrément pas habitué à faire des longues périodes de courir un marathon, de courir les 3 km, ça sera un effort physique beaucoup plus intense. Donc c'est la première étape, c'est de comprendre les besoins du joueur et qu'est-ce qui permet d'avoir cette ressource. Ensuite, c'est bien sûr une phase d'écoute très importante pour comprendre ok, à quel point de continuer à jouer au jeu d'une façon différente te permet de te ressourcer, à quel point de discuter avec tes amis te permet de ressourcer ou à quel point de t'évader de telle ou telle façon te permet de ressourcer. Là, de la même manière, on essaie davantage de comprendre qu'est-ce qui permet aux joueurs de se ressourcer, d'aller de l'avant et surtout d'avoir cette récupération-là, de l'accompagner là-dedans. Ça ne veut pas dire que justement on vient dire ok, tu as l'habitude de faire ça. Peut-être qu'on peut mettre en place ça, de lui donner des pistes, de lui donner les clés et de lui laisser ouvrir les portes et d'avoir ce feedback constamment pour finalement dire ok, je sais comment activer ma performance, je sais comment optimiser en favorisant ma récupération et je peux aller de l'avant. Et ensuite, après bien entendu, on essaie de combiner toutes les routines individuelles de tous les joueurs dans une cohérence de team parce que bien entendu, on peut combiner aussi des récupérations
et des récupérations de joueurs, s'ils ont une récupération davantage collective plus qu'individuelle, dans ce cas-là, on fait une pierre de coups et en plus, on peut travailler sur de la cohésion. Alors, j'en parlais un peu précédemment, je vais diviser la question en deux. Des outils spécifiques pour récupérer dans un second cas. Je vais commencer par des outils spécifiques pour évaluer le besoin de récupération. Là, en ce moment, du coup, dans le cadre de ma thèse, j'évalue beaucoup les éléments au niveau autour de la fréquence cardiaque, de repos, enjeu, etc. Et notamment ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc HRV de son acronyme, pour vraiment voir l'effet du système nerveux sympathique, parasympathique, du taux d'activation et du niveau de stress cognitif et physique que les joueurs peuvent subir sur le court, moyen et long terme. Une fois qu'on a quelque chose d'assez précis sur ce niveau de fatigue, donc c'est le premier point au niveau des outils, on va pouvoir mettre en place des outils de récupération. En fait, l'outil qui va être le plus important, je ne vais pas utiliser d'outils pour qu'ils se déconnectent. Par contre, j'utilise des outils dont j'ai parlé précédemment, notamment la fréquence cardiaque, la fatigue émotionnelle, pas mal d'outils externes et qui permettent justement soit très objectifs comme la fréquence cardiaque, soit plutôt d'auto-assessment par le jugement du joueur, son niveau de fatigue physique, émotionnelle, mentale, de stress physiologique, pour justement pouvoir, grâce à ces outils, mettre en place les éléments qui sont importants à sa récupération et avoir un effet beaucoup plus persuasif, si je peux utiliser ce terme-là, sur la gestion du repos. Maintenant, pour la déconnexion en elle-même, il n'y a pas d'outil très spécifique parce que bien entendu, on est sur des choses très individualisées. Par contre, pour les évaluations en amont qui permettent d'avoir l'argumentation nécessaire avec le joueur et la prise de conscience au long terme, là, on va avoir un panel d'outils, cardio-fréquence-mètre, tensiomètre, dynamomètre au niveau de la force de préhension des doigts, pour toute la partie physique. Il peut aussi avoir des électromyogrammes, etc. Et sur toute la partie cognitive et mentale, on va avoir des jugements qui vont être soit directement demandés aux joueurs, soit un peu plus fonctionnels sur la partie ligue pure et liés à leur performance. Cette question-là, je pourrais l'aborder d'un angle qui est un peu différent d'une question qui a été similaire précédemment. Mais en fait, c'est au niveau de la frustration. En fait, au niveau de l'état mental, d'avoir un effet chronique du stress et de la frustration et donc une sécrétion de cortisol qui est régulière et constante, c'est ça qui va créer au moyen et au long terme des déficiences de gestion émotionnelle, d'irritabilité, de fatigue chronique, etc. Donc, d'un point de vue purement physio, le stress chronique va jouer sur notre réaction mentale et notre humeur notamment. Donc, c'est très important justement d'avoir ces périodes de déconnexion où on vient avoir une chute de ce cortisol-là, une augmentation d'autres hormones qui sont antagonistes au cortisol et qui permettent du coup une régulation pour justement constamment avoir nos seuils sans une chronicité des dégâts que peut causer cette irritabilité au long terme et les conséquences bien sûr d'agitation, de sauts d'humeur, de colère qui peuvent être retrouvés simplement au niveau mental et petit à petit aller vers des seuils de burn-out qui sont vraiment ultra néfastes à la performance, même sans être à ce point-là. Mais dans toutes les étapes précédentes vont impacter négativement, que ce soit le jeu, mais aussi bien la cohésion d'équipe, de par les sauts d'humeur et l'irritabilité. Donc c'est vraiment très important, aussi bien de jouer sur la partie physique, dont on a parlé précédemment, pour être au top au niveau des capacités cognitives, que de jouer sur la partie mentale. Et en ça, la période de récupération va avoir un vrai impact justement pour permettre une régulation hormonale, notamment si on cherche à comprendre vraiment les mécanismes neurophysiologiques et finalement les résultats mentaux que générera notre régulation. En fait, encore une fois, c'est une très bonne question et qui rebondit avec beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on va encourager? Pour moi, le premier point, ça va être la prise de conscience. Je vais avoir comme objectif de vraiment faire prendre conscience aux joueurs que les périodes de récupération sont importantes. Donc ça, on en a déjà parlé précédemment, notamment sur les besoins neuro, les besoins physio, les besoins mentaux. Et une fois que cette prise de conscience est vraiment acquise, on va pouvoir travailler sur des domaines variés.
dont un domaine, bien sûr, ça va être la vie sociale, personnelle, interpersonnelle, qui va être très importante. Et bien souvent, c'est un point qui va être redondant chez les joueurs, c'est que dans la grande majorité des cas, on retrouve des ressources importantes dans la vie personnelle qui peut être déconnectée du League of Legends professionnel ou de l'e-sport de façon générale professionnelle. Donc l'idée, ça va être, en plus des autres axes qu'on va venir attraper, attaquer sous différents angles pour améliorer notre récupération, la partie vie sociale personnelle, la partie vie sociale personnelle sera très importante et donc on va encourager dans les méthodes de récupération avec les joueurs à avoir des temps avec leur famille, avec leur travail extra sportif, avec tous ces points-là qui peuvent être abordés de plein de façons différentes, mais du temps qu'on peut appeler qualitatif avec ces personnes-là, parce que dans l'emploi du temps, de façon générale, il y a assez peu de temps, donc on cherche vraiment la qualité à ce moment-là. Et c'est vraiment quelque chose, au-delà de la prise de conscience, de façon générale sur le besoin de récupération, on va avoir un accompagnement sur « Ok, maintenant on essaie de comprendre comment est-ce que tu fonctionnes, quel est ton mode de fonctionnement, quelles sont les techniques qui vont te permettre de mieux récupérer, et ensuite on va pouvoir élaborer sur le panel qu'on va pouvoir avoir à disposition, aussi bien au niveau de la famille, du social, des activités, etc. Je pense qu'au vu du nombre de blessures qu'il peut y avoir, mais de façon générale de burn-out qu'il peut y avoir dans le monde de l'e-sport, il y a une prise de conscience collective qui s'est formée et de plus en plus de chercheurs se sont intéressés au risque de la surcharge cognitive, de la surcharge mentale, que ce soit chez les sportifs, mais là, dans les dernières années, chez les e-sportifs. Et ça a fait évoluer les mentalités. Et c'est pour ça que pour moi, c'est ultra important de faire de la recherche dans ce milieu, même si moi, je suis plutôt dans les performances neurocognitives. Mais c'est important qu'on ait constamment des chercheurs qui se posent ces questions-là, parce qu'il y a un véritable enjeu qui n'est pas de santé publique, mais qui est de santé de la niche e-sport et de façon générale qui peut être pertinent dans le grand public sur cette gestion émotionnelle et de surcharge cognitive. Donc moi, j'ai pu voir l'évolution, notamment en Europe. En Asie, c'est un modèle qui est encore très différent, mais en Europe où au début, on était vraiment dans un modèle où jouer plus pour peut-être gagner plus, et où maintenant, on est vraiment sur un modèle qui est davantage qualitatif, beaucoup moins quantitatif, mais jouer mieux, de façon plus intelligente, avec des périodes de haute intensité cognitive où on veut vraiment créer des routines, créer des habitudes, créer des trigger words, créer des éléments qui nous permettent de performer et d'avoir notre switch on, et des moments où on veut vraiment déconnecter et qui nous permettent de récupérer pour être beaucoup plus efficace sur nos moments on. Et ça, c'est vraiment la différence que je vois, où on est dans un écosystème qui vraiment vient diviser nos temps dans la journée ou dans l'année en cycles et qui permettent d'avoir du coup cette récupération. Et on vient toujours favoriser la qualité par rapport à la quantité. Et même si la quantité augmente, on essaiera toujours de la tempérer avec un moment de repos à certains instants pour qu'il soit en adéquation avec la quantité qu'on espère ou qu'on veut mettre en place et surtout avoir une récupération qui soit en adéquation.